Bonjour tout le monde et bienvenue à cette nouvelle vidéo, cette fois-ci encore consacrée à la baisse qu'on observe sur les marchés financiers, surtout pour l'industrie technologique. Sur cette vidéo-là, on va parler premièrement de la panique générale des investisseurs, c'est quoi les meilleures mesures et l'impact sur les sentiments, le sentiment et les indicateurs qui, dans le fond, track le sentiment des investisseurs américains. Quel impact ce genre d'indicateur a sur le marché financier, comment ça peut nous aider, dans le fond, à mieux prévenir, mieux prévoir qu'est-ce qui va se passer dans le futur. Aussi, ce qu'on vit maintenant n'est pas unique. Ça a été vécu en 2018 avec le même président, avec les mêmes genres d'annonces. On va voir comment le marché a réagi en 2018 et probablement ça va nous aider à comprendre qu'est-ce qui risque de se passer par après. On assiste en ce moment à une véritable saignée sur les marchés technologiques. Des entreprises majeures Shopify, PayPal, Google, tous sont en baisse, surtout Tesla aussi, tout en baisse, tout enregistre des baisses importantes. Ce ne sont pas seulement des reculs ponctuels, mais c'est une chute généralisée des grandes capitalisations de titres technologiques. Et ce mouvement ne touche pas seulement un secteur, il reflète une crise de confiance beaucoup plus large chez les investisseurs sur le marché financier. Et un des meilleurs indicateurs pour justement jauger des sentiments des investisseurs, c'est celui qui a été publié la semaine passée. Selon ce sondage, plus de 52% des investisseurs pensent que les marchés baissiers dans les 6 prochains mois. C'est un record historique aussi qu'au niveau de 4 semaines de suite, on a plus de 50% des investisseurs qui sont complètement ce qu'on appelle bearish, c'est-à-dire le rouge ici, qui sont complètement pessimiste. Le plus haut durant toute l'année, c'était 60%. Puis là, on est sur 4 semaines de suite quand on est presque à 60% de pessimisme général sur le marché. C'est un niveau de pessimisme, comme j'ai dit, proche des records observés pendant les pires moments du marché. Ce n'est pas un événement isolé, cela fait plus de 4 semaines de suite. Historiquement, quand tout le monde est négatif, c'est parfois le moment aussi d'être positif ou où des opportunités aussi émergent. Donc il faut faire attention là-dessus. Est-ce que le marché est prêt à rebondir ou on va continuer sur cette lancée négative? Beaucoup de gens paniquent en voyant la chute des indices, comme par exemple, on regarde maintenant le Invesco QQ, qui est tout simplement le Nasdaq. Il faut distinguer une correction à un crash. Un crash boursier, c'est une chute minimum de 20% sur une période vraiment très rapide. C'est ça ce qu'on appelle un crash boursier. Ce qu'on est en train d'observer maintenant, c'est plutôt une baisse progressive qui, par exemple, depuis le début de l'année, le Nasdaq est en baisse jusqu'à 8%. Pour l'instant, c'est vraiment un recul progressif qui est tout simplement juste le cumul d'inquiétudes. On a le taux d'intérêt haut, on a la peur de l'inflation qui reste, que l'économie américaine n'arrive pas à maîtriser l'inflation, la Banque fédérale américaine n'arrive pas à maîtriser l'inflation. Il y a aussi des doutes sur les bénéfices futurs des entreprises, donc on a peur qu'ils affichent des résultats plus bas que attendus ou anticipés par les analystes. Donc, c'est pas c'est pas un crash boursier, mais c'est plutôt une correction en attente de voir qu'est-ce qui va ressortir des données économiques et surtout des guerres commerciales que vit actuellement les États-Unis. Maintenant, le 2 avril pourrait marquer un nouveau départ pour les marchés. Pourquoi? Parce qu'en 2018, on avait vécu la même situation avec le même président. En mars 2018, il avait annoncé des tarifs sur l'acier et l'aluminium. Ça a fait immédiatement chuter le Dow Jones la même journée, le 22 mars 2018, de 2,9%. Beaucoup d'entreprises en ont souffert, Caterpillar, Boeing, et ça a créé une instabilité. Il s'en est suivi aussi des guerres commerciales avec la Chine. La même chose, on a eu vraiment le S&P 500 qui a reculé de 4,38% durant l'année 2018 à cause de tout ça. Mais aussitôt que les ententes ont été signées et le problème des tarifs douaniers a été résolu, le marché a grimpé, le S&P 500 a grimpé de 31,49% en année 2019 à cause justement de la fin de cette période de tumulte. Donc ça bouge vraiment rapidement avec les tarifs douaniers. Aussitôt qu'une résolution est proche, that's it, le marché va repartir immédiatement après. Maintenant, ce qui est aussi en train qui peut aussi jouer, même si par exemple les tarifs douaniers sont résolus, il y a aussi le problème de l'inflation. Si l'inflation persiste dans l'économie, elle est pire que le chômage, parce que le chômage impacte par exemple une partie de la population. L'autre partie qui travaille continue à dépenser, mais l'inflation, elle impacte tout le monde. Et les consommateurs craignent
les économistes craignent plus l'inflation que le chômage, que la perte d'emploi. Et ce réflexe de précaution des gens, lorsqu'ils voient que l'inflation augmente, le risque de précaution fait en sorte qu'ils commencent à épargner au lieu d'investir. Donc, on va remarquer que les récentes données économiques montrent clairement que les Américains, peut-être pour la première fois depuis des années et des années, que le taux d'épargne est en hausse aux États-Unis. Comme on peut le voir ici, on voit une augmentation de l'épargne, ici en bleu, l'augmentation de l'épargne par rapport aux années, aux mois passés. Il y a plus d'Américains qui veulent épargner, mais lorsqu'on épargne, on fait mal à l'économie aussi, parce qu'on n'est pas en train de dépenser, on est en train de mettre de l'argent de côté, donc il n'y a pas de roulement, il n'y a pas de nouvelles voitures qui s'achètent, il n'y a pas beaucoup de déménagements, donc tout ça, ça a un impact économique. Donc même si le président des États-Unis trouve une solution pour le problème des droits douaniers, si les Américains continuent à être pessimistes, si le sentiment continue à être négatif, et l'épargne augmente et l'investissement, la prise de risque est en baisse à ce moment-là, c'est sûr qu'il y aura aussi des répercussions. Donc, autrement dit, moins de dépenses des ménages, c'est moins d'activité pour les entreprises, ce qui peut peser sur les résultats boursiers à court terme. Maintenant, il y a des secteurs et des actions qui se comportent bien durant ce genre de marché. Comme on peut le voir, alors que les géants de la tech plongent, certaines actions tirent leur épingle du jeu. Ce sont les valeurs défensives. Là, on peut voir ici la meilleure performance sur les 3 derniers mois pour les grandes capitalisations américaines. Donc, on retrouve que Philip Morris, ça va bien, 31%, donc ils vendent des cigarettes et du tabac. AT&T, les télécoms, ça va bien, plus de 25% sur 3 mois. T-Mobile, ABV, au niveau du secteur de la santé, Coca-Cola, McDonald's, tous enregistrent des belles progressions sur les 3 derniers mois. Donc, les investisseurs se dirigent vers les actions à dividendes stables, les grandes capitalisations qui versent des dividendes et qui sont stables et qui sont dans des secteurs où ils ont des clients là, établis. Il y a pas, tu as toujours pas besoin de ton téléphone, que l'économie baisse ou monte. Tu as toujours besoin de payer tes frais de téléphone, tes frais d'Internet, d'acheter ton tabac, d'aller manger à McDonald's ou à Coca-Cola. Donc, ce sont des sociétés qui génèrent des revenus stables, souvent avec des dividendes réguliers, comme Abbott's Lab et Coca-Cola. Berkshire Hathaway, l'empire de Warren Buffett, aussi affiche une belle performance depuis les 3 premiers mois. Donc, en période de stress, les investisseurs se réfugient vers ce type d'action. Cela envoie un message clair, le marché cherche, les investisseurs cherchent la sécurité, pas la croissance à tout prix. Parce qu'on peut le voir avec les titres technologiques, si on est à 100% sur un titre en particulier ou sur un secteur en particulier, on va être vraiment frappé de plein fouet lorsqu'il y a des corrections majeures, comme on le voit maintenant. Maintenant, une des choses très importantes à observer, c'est que qu'est-ce que va faire Warren Buffett? Parce que pour le moment, Berkshire Hathaway est assis sur 334 milliards de dollars de cash. Euh, Depuis un bon bout, Warren Buffett refuse d'investir ce cash. Il ne fait qu'accumuler du cash. Donc, est-ce que, on va voir, est-ce que si Warren Buffett re-rentre dans le marché, commence à réinvestir sur le marché, commence à acheter des entreprises, ça va donner un signal fort aux Américains que la correction est finie. Veut pas, Warren Buffett est comme un juge et quelqu'un qui est très observé sur le marché. Pour le moment, le fait qu'il ne faisait qu'accumuler du cash pendant des années, ça a fait vraiment augmenter l'inquiétude des gens. Maintenant, est-ce qu'il va rentrer sur le marché lorsqu'on va publier bientôt, ils vont publier bientôt les acquisitions qu'ont fait Berkshire Hathaway sur les 2 derniers trimestres. Là, on pourrait voir, s'il re-rentre sur le marché, ça va donner un signal que, dans le fond, le- il il a jugé que le marché est assez sous-évalué et que l'économie va bien pour qu'il re-rentre et récupère ses investissements. Donc, c'est quelque chose que... C'est parce que tout est fonction vraiment de sentiment. Les Américains maintenant cherchent des lueurs d'espoir et la re-rentrée de Warren Buffett sur le marché pourrait en effet être, être un peu ça. Il a fait la même chose pendant la crise de 2008. Il était assis sur beaucoup de cash. La même chose en 2020. Donc, beaucoup d'investisseurs s'attendent de voir s'il va bouger cette fois-ci. Est-ce qu'il attend encore le meilleur point d'entrée?
ou est-ce que cette correction est justement le moment idéal pour se repositionner à long terme? Une chose est sûre, le moindre mouvement de Buffett sera trop suivi et pourrait influencer le sentiment général des acteurs financiers. Maintenant, pendant cette période de crise, beaucoup de personnes aussi se rabattent sur les valeurs refuges comme l'or ou le Bitcoin. Le prix de l'once de l'or vient d'atteindre un record historique, comme on peut voir dans le graphique. C'est un signal clair d'une peur généralisée sur les marchés quand la volatilité augmente. Mais aujourd'hui, un nouveau concurrent fait parler de lui, le Bitcoin. Cependant, le Bitcoin est très, très, très volatile et n'agit pas normalement comme on s'attend pour une valeur refuge, c'est-à-dire qu'il ne va pas contre les titres technologiques. En général, lorsque des titres technologiques sont frappés de plein fouet, le Bitcoin, lui, il baisse encore plus que les titres technologiques. Donc, l'or continue à être vraiment la vraie valeur refuge sur le marché pour le moment. Donc, dans ce contexte, l'or reste le refuge classique et éprouvé depuis des décennies. Il y a un track qui montre que l'or s'apprécie lorsque l'économie américaine se contracte. C'est une réaction logique des marchés. Cependant, est-ce que l'or est une solution? Il faut faire attention parce qu'il y a deux types d'actifs dans le marché. Il y a des actifs qui productifs et des actifs non productifs. Les actifs productifs, c'est-à-dire lorsqu'on investit, notre argent sert à quelque chose pour cette entreprise, il y a un investissement qui se fasse. C'est les actions, par exemple, ils versent des dividendes, les entreprises créent de la valeur, l'immobilier, tout ça, c'est des actifs productifs. Mais cependant, l'or, l'argent, le crypto, ça n'a pas de rendement, ce n'est pas un actif qui est non productif. Et historiquement, lorsqu'on veut investir en période de récession, c'est mieux de se positionner dans des actifs productifs que être dans un actif non productif. Warren Buffett, par exemple, l'explique souvent. Si vous achetez un lingot d'or dans 10 ans, il n'aura rien perdu. Mais si vous avez acheté une entreprise ou un immeuble, il va vous générer des revenus. Donc, c'est ça la différence entre productif et non productif. Donc, en cette période d'incertitude, il est normal que les investisseurs cherchent des refuges, mais sur le long terme, ce sont les actifs productifs qui construisent la véritable richesse. Donc, c'est mieux de se positionner sur des secteurs, par exemple, défensifs ou juste attendre le bon moment pour re-rentrer sur le marché. Donc, ça, c'est des choses qui restent mieux que d'être sur un actif non productif dans ces temps-là. Donc, en grosso modo, c'était une vidéo où on a vraiment se concentré plus sur les sentiments des investisseurs. Donc, il y a eu un sentiment baissier, on observe une correction, peut pas vraiment encore parler de crash boursier. On ne sait pas où va aller les discussions sur les droits de douane et les guerres commerciales, comment ça va finir. Donc, il faut rester calme, informé et surtout être diversifié, ne pas être sur un seul secteur en particulier ou sur un seul titre en particulier. Si on a du cash, on pourrait attendre le bon moment. Aussitôt qu'on voit un début de reprise, une fin de la guerre commerciale avec la Chine, le Canada, le Mexique, l'Union européenne, là, on pourrait re-rentrer. Mais grosso modo, c'est un marché qui est très, très, très volatile à cause du sentiment général des investisseurs. J'espère que cette vidéo vous a appris des nouvelles choses. Si vous avez des commentaires là-dessus, qu'est-ce que vous pensez qui va arriver après le 2 avril? Donc, n'hésitez pas à écrire sur les commentaires et surtout abonnez-vous à la chaîne si vous aimez le contenu. Bonne journée.